Alors, donc effectivement, comme l'a présenté Frédéric, je vais vous parler un petit peu toujours sur cette thématique-là, et évidemment, je vais vous parler un petit peu de la partie simulation qui est plus dans mon créneau à moi, qui suit, comme je vous le mets là, mode de conférence à l'ENSAM, et je travaille essentiellement sur la simulation des applications laser telles que soudage, fabrication additive et autres. Donc dans ma présentation, en fait, c'est une présentation qu'on fait en doublon avec Frédéric, qu'on a déjà fait. Il y a quelques redites que je vais présenter très rapidement. Euh, Simplement, les points clés sont les mêmes, forcément, parce que c'est les mêmes manips. Ça reste de l'oxygène gazeux, c'est toujours pour des problèmes de sécurité et potentiellement d'amélioration de performance. Et comme l'a indiqué Frédéric dans sa présentation, on est très lourdement corrélé à Air Liquide sur cette thématique, à travers le laboratoire commun, en l'occurrence. Frédéric a présenté, en fait, je le représente un petit peu quand même, juste pour donner un petit peu de structure à ce que je vais dire. Frédéric a présenté que finalement, donc, il y avait des accidents, que le problème, c'est qu'il y avait des accidents malgré le fait que les matériaux soient considérés comme d'exemption dans certains cas. Frédéric a dit aussi que l'origine des accidents est assez mal maîtrisée. Il y a un certain nombre d'hypothèses sur lesquelles je reviendrai rapidement tout à l'heure, qui sont en fait la structure de nos travaux. C'est qu'on vient tester les différentes possibilités pour essayer de les discréditer ou de les accréditer. Et après, la difficulté d'analyse a été mise en avant aussi tout à l'heure. Ah, alors attendez. Voilà. Donc le PIT test, ça tombe bien parce que je vais en reparler à la fin. Je ne vais pas revenir sur la structure du test qui a été présentée très clairement tout à l'heure. Je ne vais pas revenir non plus sur l'origine comment dire, des accidents potentiels. Sauf que nous, pour le moment, on a plutôt commencé à travailler sur les impacts de particules, sur les lits de particules, comme vous avez pu le voir aussi. Et donc, c'est pour ça que c'est même ma présentation à moi va être très, très centrée sur cette partie-là. La partie frottement, on n'a pas encore trop travaillé dessus parce que c'est en l'occurrence sur les joints de vannes, ce genre de choses, qui est plutôt un travail à venir, en fait. Alors, ça, c'est les différentes hypothèses, voilà. Donc ma présentation, elle est divisée en plusieurs parties. Je vais un petit rappel qui va aller là encore très vite sur l'approche expérimentale, mais là encore, ça va être un peu une redite, mais pour pouvoir présenter ce qui va arriver après, qui est l'approche numérique. Et l'approche numérique, elle est clairement plus récente en fait. Elle a une thèse de passé, et alors que la partie expérimentale, ça fait déjà un moment que c'est sur les rails. Et donc, ce que je ferai dans cette partie approche numérique, je vous présenterai les modèles, comment dire, ce qu'il y a dedans. Et dans la partie résultats et analyse, je vous présenterai les résultats de ces modèles. En fait, j'ai séparé en deux parties, sachant qu'il y a une approche thermomécanique dans un premier temps et une approche plutôt multiphysique dans un second. Je vais présenter tout ça. Alors, sans rentrer à nouveau dans les détails de ce qui a été fait expérimentalement, parce que ça vient d'être dit, donc il y a le gros avantage du laser est d'avoir la possibilité expérimentalement d'avoir accès aux énergies déposées, ce qui est pratique expérimentalement, mais ce qui va être pratique aussi numériquement, parce que vous allez le voir par la suite, on va avoir la possibilité de mesurer directement la quantité d'énergie qu'on dépose. Et c'est vrai que comme condition d'entrée, c'est assez sensible pour ce genre de modèle. Donc c'est un outil assez intéressant pour cette partie-là. Donc il y a eu la partie énergie d'allumage, comme l'a dit Frédéric, compréhension de phénomènes, mécanisme d'ouverture de brèche. Ça, je vais revenir un petit peu là-dessus avec le modèle thermomécanique. Et après, le modèle multiphysique, il est plus sur la partie conditions d'allumage. En fait, les objectifs,
l'objectif essentiel du modèle multiphysique est d'avoir un modèle qui essaye de représenter au mieux la réalité pour, au final, faire un test numérique. Donc, les moyens, je pense que Frédéric a à peu près tout énoncé, mais juste un petit résumé. On a, nous, au sein du PIM, une enceinte qui monte jusqu'à une 40aine de bars d'oxygène pur, sachant qu'il y a à peu près la même enceinte qui peut atteindre une centaine de bars chez Air Liquide. Et on est normalement pas trop mal équipé en caméras rapides qui sont soit utilisées pour simplement de l'observation de comportement, ou alors qui sont étalonnés, comme l'a présenté Frédéric, étalonnés en température et qui nous permettent d'avoir ces fameuses courbes où on voit l'élévation de température en fonction du temps au moment de l'amorçage. Ça aussi, c'est intéressant pour nous numériquement parce que ça nous fait des données de validation qui sont intéressantes. Alors, j'ai déjà un petit peu énoncé tout ça, mais je vais revenir là-dessus. Donc, la finalité de la simulation dans ce cadre-là, c'est au final, on espère avoir avec le modèle multiphysique que je vais détailler après, hein, un espèce de test PIT, finalement, de test burn-no burn numérique, parce que c'est des installations qui peuvent être un petit peu lourdes et que finalement, si on peut déterminer une condition numériquement et peut-être la valider expérimentalement par la suite, c'est peut-être suffisant que de faire des tests multiples expérimentaux. Ça peut également nous être utile en termes de compréhension, parce qu'aujourd'hui, alors peut-être que justement, comment dire, les discussions dans le cadre de cette présentation, de ces présentations, pourront nous amener de la compréhension. En fait, il y a des choses qu'on ne comprend pas bien sur ce qui se passe au moment de la combustion ou de l'oxydation rapide, en tout cas, et qu'on peut essayer d'identifier grâce à la simulation à travers les écoulements, les températures et tout ça. Donc, on espère avoir ce genre d'informations aussi. Et après, en termes numériques, Frédéric l'a présenté aussi, il y a toute une action qui a été menée par Air Liquide pour identifier les énergies équivalentes apportées par le lit de poudre et qui sont très intéressantes aussi pour la partie thermomécanique de percevoir. Les outils qu'on utilise aujourd'hui, c'est essentiellement Abacus chez Air Liquide et Comsol chez nous. Donc, avec Abacus, ils ont fait justement un petit modèle thermique et la méthode inverse en Python, je crois, pour identifier les sources. Et nous, on a fait le modèle thermomécanique de percement et multiphysique du PIT sous Comsol multiphysique, en fait, c'est un peu historique, en fait. C'est un logiciel qu'on utilise plus régulièrement chez nous. Donc ça, c'est deux illustrations du lit de poudre sur un substrat qui va se déformer sous une pression. Je vais représenter ça en détail après, hein. Et là, c'est plutôt le modèle thermomécanique. Et là, ça, c'est une vision latérale du barreau qui est en train de brûler à différents instants et qui sera plus représentatif du modèle multiphysique. Donc, dans la partie modèle, justement, je vais vous présenter un petit peu en détail ce qui a été fait. Ces deux modèles, ils ont été faits par un doctorant qui était en partie chez nous, en partie c'était une cifre, donc en partie chez Air Liquide, et en partie au Coria pour les problématiques de formulation de la combustion, en fait. Donc, pour en revenir à ce modèle thermomécanique d'ouverture de brèche, en fait, comme l'a présenté Frédéric, on considère qu'un petit disque, comme vous pouvez, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais un petit disque, comme vous le voyez sur l'image en haut, va être représentatif d'une paroi de tube suffisamment grande. Et ce qu'on va faire, nous, c'est que ce petit disque va servir à fermer une enceinte dans laquelle on va augmenter la pression, donc, et expérimentalement et numériquement, hein. Et on va essayer de voir si on arrive à simuler et à définir la loi de comportement de ce matériau qui est à la fois chauffé et à la fois sous pression.
Donc, les modèles, en fait, ils sont assez simples, en tout cas d'un point de vue thermique. On résout l'équation de la chaleur sur un domaine qui est celui que vous voyez en haut à droite. La seule partie, entre guillemets, d'intérêt, c'est le petit disque. Donc là, on est en 2D axis-symétrique, hein, c'est le petit disque qu'on voit au milieu. Et après, on voit le porte-éprouvette, les joints, le bride de maintien. Tout ça, on a été obligé de le simuler parce que finalement, le niveau thermique global de la pièce, du disque, est fortement conditionné par le flux de chaleur qui sort de cette pièce, forcément. Donc, on va résoudre cette équation de la chaleur. L'indice I, à côté des termes des propriétés matériaux, est simplement là pour indiquer qu'on est sur différents matériaux dans le système qu'on étudie. On a intégré des pertes de chaleur, pertes convectives, pertes radiatives. La source de chaleur, qui est là en l'occurrence le laser, a été mesurée. Vous pouvez le voir sur le petit graphique qui est en bas à droite, où finalement on a une représentation analytique qui est assez représentative finalement de ce qui est mesuré expérimentalement comme densité de puissance au sein du faisceau. Et après, bon, on a une condition initiale forcément. Et un petit point un petit peu clé, c'est que si on n'intègre pas correctement la résistance de contact thermique entre les différents matériaux, on a forcément une mauvaise dissipation de chaleur. Et donc, enfin mauvaise au sens représentation. Et notre modèle n'est pas du tout réaliste dans ce cas-là. Pour la partie mécanique, on va résoudre l'équation du mouvement. Alors, le doctorant a identifié a proposé une loi de comportement élastoplastique dans un premier temps. Et finalement, il a cherché à identifier les paramètres clés. C'est ce que présentait un petit peu Frédéric tout à l'heure. Les paramètres clés du comportement du matériau en deux étapes, comportement en même temps thermique et en même temps mécanique. En fait, ce qu'il a fait, c'est que assez logiquement, il a fait un modèle mécanique simplement dans lequel il a appliqué une différence de pression entre le haut et le bas. Et il a observé numériquement quelle était la déflexion sur le disque, qu'il a comparé à des mesures. Je ne sais pas si Frédéric l'avait dit, mais on a sur l'installation, on a une mesure ici de déformation expérimentalement qui nous ont permis de valider le comportement du matériau. En tout cas, là, c'est sans élévation de température à ce moment-là. Et ensuite, on fait la même chose thermiquement. On mesure la température à différents endroits de l'échantillon, avec une sollicitation en puissance cette fois-ci. On regarde si la réponse thermique de notre matériau est réaliste. Et finalement, on voit qu'il y a des petits écarts, mais dans le cadre de cette étude, ça a l'air tout à fait satisfaisant et ça devrait nous permettre de représenter ce qu'on veut voir. Donc ça, c'est les deux parties découplées. Puis une fois qu'on les couple, il faut rajouter un terme thermique dans le comportement du matériau, identifier des nouveaux paramètres en fonction de la température. Donc, le doctorant avait fait toute une campagne d'essai de traction à différentes températures pour déterminer le comportement. Et là encore, il y a eu une validation, mais cette fois-ci à la fois thermique et à la fois mécanique, finalement, à travers le déplacement, où on voit que la température de l'échantillon évolue assez raisonnablement comme l'expérience, et finalement la déformation aussi. Donc on se dit que on peut utiliser ce modèle-là pour mener des analyses un petit peu plus poussées que je vais vous présenter dans la partie d'après. Là maintenant, je vais vous présenter le modèle thermo-hydrodynamique qui est plutôt relatif au PIT test et qui est plus multiphysique en fait. Et la configuration, donc ça, c'est une image qu'a montré Frédéric tout à l'heure. Là, l'objectif, c'est vraiment de voir d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'avoir un modèle le plus représentatif possible. Donc, le setup, on l'a vu tout à l'heure. La géométrie simulée, là, elle est beaucoup plus simple, finalement, parce que c'est le barreau et que l'impact du système de maintien du barreau
étant relativement loin de la zone d'apport de chaleur et pas forcément intégré dans la simulation. Donc finalement, on n'a qu'un barreau, qui est ici aussi en 2D axis symétrique. Là, l'image que vous voyez sur la droite, c'est l'équivalent, mais en disque. Mais ça n'a pas été encore traité suffisamment pour le moment. Donc là, on va se concentrer sur le barreau. Le modèle, il est toujours thermique. Il est aussi fluide. Donc on va résoudre à la fois l'équation de la chaleur. On n'a plus qu'un matériau, donc il y a plus d'indices. La petite particularité qui est finalement essentielle dans cette étude-là, c'est qu'on est obligé d'intégrer la source de chaleur liée à la réaction d'oxydation. Et après, on définit, comme tout à l'heure, les pertes convectives, radiatives. Le laser a été, d'une forme différente, mais a été validé dans la même mesure. Et donc après, pour la conservation de la quantité de mouvement et de la masse, on résout Navier-Stokes et la conservation. Alors, la conservation de la masse, elle est formulée en incompressible dans ce cadre-là, ce qui est normalement assez raisonnable pour les métaux fondus. Sauf que par un peu expérience, ça peut être générateur de quelques écarts, mais qui sont pas extrêmement sensibles et pas très compliqués à modifier par la suite. Donc pour avoir les bons moteurs d'écoulement, on rajoute une force volumique qui est liée à la flottabilité. On voit la gravité apparaître ici. Et finalement, en termes de convection, on va dire, dans cette partie-là. Et après, ce qui est intéressant, enfin en tout cas peut-être à souligner ici, c'est que le bout du barreau, comme vous avez pu le voir sur les vidéos, va fondre. Donc il va falloir représenter le déplacement de cette frontière libre. En termes de quantité de mouvement, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on applique simplement la pression de la place à la surface, qui est représentative des effets de tension superficielle, en fait, comme vous pouvez le voir. Pour la partie concentration, vous avez vu que pour calculer l'énergie de réaction, on a besoin de la concentration de fer et d'oxygène. Donc on résout deux lois de Fick dans lesquelles apparaissent des termes de produits de réaction qu'on détermine comme ça. Là, il y a une difficulté que je n'ai pas mis, que j'aurais dû remettre, qui est la concentration qu'on doit imposer. En tout cas, la condition limite qu'on doit imposer en bord de domaine, qui est finalement représentative de comment entre l'oxygène dans notre système. Et ça, j'en ai pas trop parlé à ce moment-là, parce que c'est encore une interrogation qu'on a. On a fait des modèles avec différentes conditions qui sont plus ou moins représentatifs. Mais comme disait Frédéric, on a une thèse qui va commencer bientôt et qui sera sur ce genre qui sera quasiment entièrement sur la partie simulation et qui aura ce genre de choses à regarder. Donc pour la partie déformation de la surface libre, on utilise une méthode dite ALE qui est finalement, je pense que vous connaissez, hein, mais un calcul eulérien dans le domaine par rapport au calcul du champ de vitesse, en fait, et un calcul lagrangien, une formulation lagrangienne en paroi, en fait. Et voilà, en fait, rien de particulier. La vitesse normale de la paroi est calculée directement par rapport au champ de vitesse qu'on a calculé par ailleurs. Voilà. Donc là, on va revenir, sans trop rentrer dans plus de détails de description de modèles, on va maintenant revenir sur ces deux types de simulations, en repartant sur la thermomécanique, mais en regardant les résultats qu'on a pu avoir. Donc les résultats, là encore, c'est les résultats qui ont été mis en avant par le doctorant. En fait, l'approche qui a été la nôtre, mais je pense que c'est clair maintenant, c'est qu'on a essayé dans un premier temps d'identifier le comportement du matériau et de valider par rapport à des expériences. Donc ça, c'est la première partie que je vous ai montrée. Ensuite, Frédéric vous en a parlé, moi un petit peu, chez Air Liquide, il y a eu toute une démarche d'identification de termes sources, parce qu'on pouvait difficilement, comment dire, c'était essentiel de savoir quel flux
de chaleur on avait à la surface de notre matériau. Et donc, toute la partie identification de flux par méthode inverse a été sensible parce qu'on a pu avoir ces informations-là pour la simulation. Et après, il y a les cas d'application qui sont ici, en l'occurrence, le percement de tubes. Et comme l'a montré aussi tout à l'heure Frédéric, on avait une hypothèse, et on l'a toujours d'ailleurs, mais à l'origine, qui était de dire que quand on a un petit tas de poudre à la surface, enfin, dans un tube, mais à la surface de la paroi, que ce tas de poudre va commencer à brûler, on va avoir à un moment donné une consommation d'une certaine épaisseur de paroi, et que finalement, si on a une pression suffisante et une réduction d'épaisseur de paroi localement, on va finir par avoir une ouverture de brèche. Sauf que finalement, quand on faisait les calculs avec le modèle que je vous ai montré tout à l'heure, sur une paroi, comme vous pouvez le voir, de tube, là vous avez l'image en bas à gauche. Alors, il y a eu deux configurations qui ont été faites pour des tas de poudre de largeur différentes et pour des pressions différentes. Mais ce qu'on observe, vous le voyez sur les graphiques là, c'est à peu près dans les deux cas la même chose. Notre hypothèse à l'origine était que la combustion démarrait avant le percement. Et en fait, quand on regarde, donc les graphiques sont petits, mais je pense que ça devrait aller. Les graphiques du haut sont la température, les graphiques du bas sont les déformations plastiques. Et en fait, si on regarde, on a vu tout à l'heure que le démarrage, que l'allumage de la combustion était, alors c'était en Kelvin qui était Frédéric tout à l'heure, mais à 1700, et là on est un petit peu en dessous de 1500 degrés, ce qui revient à peu près au même. Et on voit que finalement cet allumage apparaît après la très forte variation comment dire, de déformation ici, qui est pour nous symptomatique de la rupture en fait. Et ça, c'est vrai dans les deux cas. C'est même c'est même pire dans le second cas. Donc, en conclusion, ça veut dire que notre ruine de mécanique de matériaux peut apparaître avant la combustion. Et donc ça, c'était pas forcément une hypothèse qu'on avait à l'origine. Donc ça nous a permis, ce modèle-là, au moins de déterminer les bornes de notre compréhension des choses. Bon, ça c'est le résultat, c'est pas très, très sensible. Maintenant, pour la partie thermohydrodynamique, de la même manière, on a eu une approche un peu particulière, c'est que on a fait toujours cette histoire de validation. Là, la comparaison que vous voyez à gauche expérimentale, à droite numérique, est faite sans oxygène. Et on voit que, bon, il y a des petits écarts, néanmoins, il y a une assez bonne correspondance entre les volumes de gouttes, et ça, c'est caractéristique du niveau de température qu'on a atteint. Donc, c'est assez intéressant. Maintenant, il n'y a pas de combustion. Donc, ce qu'il faut, c'est réussir à avoir les propriétés des différentes lois que je vous ai montrées tout à l'heure pour représenter correctement l'apport d'énergie lié à la combustion. Et donc, comme l'a expliqué Frédéric, je ne me souvenais plus qu'il présentait le même graphique, on peut faire deux cas expérimentaux différents et qui sont très, comment dire, très, très sélectifs par rapport au comportement, en fait. Un cas, par exemple, le verre, on va chauffer pendant 550 millisecondes et qui ne va pas propager, et un cas à 600 millisecondes de chauffe qui, lui, va propager la combustion. Bon, j'ai pas fait de comparaison de surface de gouttes ou de ce genre de choses, mais de toute façon, on n'est pas tout à fait rendu là pour le moment. Ce qu'on a, c'est des premiers résultats de comportement thermique, en tout cas, de ce type de modèle avec apport d'oxygène. Alors, le graphique que je vous ai montré à droite est une évolution de température au sein de la goutte à différents endroits, mais je me rends compte qu'il est pas si parlant que ça. Et il vaut mieux regarder peut-être celui d'en dessous par rapport à la partie expérimentale, où finalement ça ressemble un petit peu plus. C'est pas tout à fait la même paramétrie, on voit que les temps sont pas les mêmes, mais je trouve que le comportement est plus clair. On voit que numériquement, on arrive bien à avoir la chauffe hors combustion. On a bien l'élévation de température telle qu'on l'avait expérimentalement
au démarrage de la combustion, une petite baisse en température liée à l'arrêt du laser, en fait. Je pense qu'il n'y a pas de temps de maintien ici. Et donc, la baisse de température qui soit entraîne un arrêt, soit une combustion continue, on arrive à la voir. Là, en l'occurrence, je vous ai montré un cas où la combustion continue. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire que le modèle, même s'il n'est pas validé complètement, et c'est l'objectif de la thèse qui arrive là, est plutôt prometteur. La grande question, par contre, et là aussi c'est l'objectif de la thèse, qu'on se pose, c'est quelle est la sensibilité de nos paramètres d'entrée. Ça va être typiquement les coefficients de diffusion de l'oxygène à l'intérieur du fer ou à l'intérieur de l'oxyde de fer, ce genre de choses. Même les propriétés plus classiques telles que la tension de surface qu'on connaît relativement pas trop mal par ailleurs pour les métaux hors oxygène, devient beaucoup plus complexe quand on a de l'oxygène pur en présence, en fait. Donc, il y a toute une phase dans cette thèse qui arrive où on va essayer de redéfinir. On a un petit, on a un setup expérimental qui nous permet aussi, sur des géométries simplifiées, de faire de la mesure de tension de surface, de la mesure de viscosité, de masse volumique, ce genre de choses. On essaie d'aller jusqu'aux propriétés thermiques, telles que la conductivité thermique, ce genre de choses. Qu'on pourra coupler avec cette série d'expériences-là pour alimenter les simulations. Mais ça, ce sera dans un prochain temps. Donc, en conclusion de cette partie numérique liée à cette thématique-là, donc je vous ai montré deux approches pour analyser sur ce sujet-là, une approche thermomécanique qui est plus liée à l'ouverture de brèches, une approche multiphysique qui est plus liée à la compréhension et dans un premier temps au test un peu standardisé. Alors, une des conclusions aussi, c'est que finalement, le laser, qui est qu'un instrument finalement dans cette démarche, est essentiel parce que c'est lui, aussi bien expérimentalement que numériquement, il nous permet d'avoir l'entrée du problème de manière précise et donc ça aide beaucoup pour la compréhension. Et pour les perspectives, comme je vous disais tout à l'heure, on a en ce moment une démarche où on essaye d'identifier grâce au modèle multiphysique quels sont les paramètres les plus sensibles. Par exemple, on a essayé de faire varier les coefficients de diffusion, on a vu que ça ne jouait pas tant que ça. Il faudra valider la partie thermo-hydrodynamique de manière plus poussée. Vous avez vu qu'on peut mesurer la température jusqu'à finalement très très haut, jusqu'à la vaporisation. Donc il faudra qu'on compare ce qui est donné par la simulation à ce qui est observé expérimentalement. On avait aussi une envie à un moment donné qui était pour avoir un modèle presque complet d'allumage et d'ouverture de brèche. Il fallait coupler la partie hydrodynamique à la partie thermomécanique, les deux modèles en fait. Et ça, le doctorant en question, il a fait des premiers essais, mais il n'y a rien de... Ça fonctionne a priori techniquement, mais il n'y a pas de validations qui ont été faites pour le moment. Et cette dernière perspective, finalement, elle est un petit peu contradictoire avec une autre perspective qu'on a, qui est de modifier notre méthode de gestion de frontières libres, qui est, on va dire, lagrangienne pour le moment, et qui ne nous permet pas de représenter la chute des gouttes. On n'arrive pas à séparer les gouttes du barreau. Donc, on voudrait passer sur des méthodes tout complètement eulériennes, type level 7, phase field, ce genre de choses. Qui vont nous simplifier la vie pour la partie chute de gouttes, mais qui vont nous compliquer les choses pour la partie thermomécanique. Donc ça, on verra par la suite comment on peut essayer de faire tout ça. Et normalement, voilà, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, je pense qu'on va passer à la partie questions.